If the whole world went organic, in 10 years, we could reverse climate change. Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Lors de cette première table ronde sur le recycle autour, nous parlons vintage et artisanat. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le recycle autour, bienvenue à la Cité Fertile. On va passer tout un après-midi ensemble, un après-midi de discussion autour de la petite reine. Et pour commencer, on va parler vintage et artisanat avec nos trois invités. Donc on a la chance et le plaisir de recevoir Elisabeth Laveille. Bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir. Vous êtes ambassadrice de l'Association des artisans du cycle. Ambassadrice, c'est un bien grand mot, mais j'espère en parler correctement. Bonjour Alexis Mattei. Bonjour Simon. Vous êtes quant à vous fondateur de Cycle, donc une plateforme qui commercialise des vélos d'occasion. Qui les commercialise et qui travaille avec des artisans partenaires en fait, qui chinent, qui restaurent les vélos. Et nous, notre travail, c'est de mettre en valeur ces vélos-là et de donner accès en fait à ce savoir-faire aux acheteurs, aux clients qui souhaitent s'équiper en vélo pour la ville ou pour les loisirs le week-end. Et enfin, Pierre Blanchemaison, vous êtes quant à vous un de ces artisans dont vient de parler Alexis. Vous êtes mécanicien cycle et fondateur de Fender Vélo Vintage, c'est bien ça ? Voilà, Fender Vintage Bikes, on est devenu international. Pierre, merci de m'accueillir. Et en effet, je chine et je restaure des vélos vintage pour qu'ils aient une seconde vie et que des gens puissent en profiter. Du coup, pourquoi le vélo vintage ? Est-ce que c'est mieux, selon vous, que le vélo qu'on achète classiquement chez Decathlon, pour ne pas citer l'enseigne phare qui commercialise des vélos ? Alors, le vélo vintage, moi, c'est une passion que j'ai depuis l'âge de 12 ans, donc je suis pas très objectif. À chaque vélo, il y a quand même son utilisation. Je n'irai pas faire une course de gravel avec un vélo vintage. Mais c'est vrai que pour le déplacement quotidien, le vélo vintage, ça permet d'avoir des vélos qui sont légers, lorsqu'ils sont très bien restaurés, qui sont très solides et qui ont prouvé leur durabilité dans le temps. Et puis, quelque part, c'est un peu un geste éco-responsable, puisque c'est des vélos qui existent déjà et qui n'ont pas été produits à des millions de kilomètres, mais en France, il y a 30-40 ans. Donc, vous mettez les mains dans le cambouis, vous réparez ces bons vieux biclous. Est-ce que c'est accessible aux cyclistes lambda, ce genre de réparation ? C'est accessible à tout le monde qui veut s'y intéresser, oui. Moi, je ne suis pas d'une formation manuelle à la base. Et du coup, j'ai appris avec le temps. On peut facilement tout apprendre de toute façon sur YouTube aujourd'hui. Mais plus sérieusement, on peut aussi mettre les mains dedans. Maintenant, tout le monde n'a pas envie de le faire. Et c'est pour ça que nous, on est là aussi pour aider. Mais j'invite les gens à apprendre à réparer leur vélo. Et pourquoi le vélo ? Comment vous êtes venu au vélo ? Moi, le vélo, j'y suis venu parce que je m'en servais pour mes déplacements enfants, pour aller à l'école. Et puis après, ça m'a jamais quitté. Et j'ai restauré des vélos parce que je trouvais ça sympa lors de mes temps libres pour la famille, les amis. Et puis petit à petit, c'est devenu plus qu'un passe-temps, plus qu'un hobby et maintenant un temps plein presque. Voilà. Alexis, le vélo c'est bien, le vélo vintage c'est mieux ? Alors le vélo vintage, nous en fait aujourd'hui on travaille avec des artisans qui font du vélo vintage. Donc ce sont des vélos qui ont été conçus aussi à une époque qui était, on l'appelle souvent l'âge d'or du vélo français. C'était l'époque où en fait il y avait toute une filière industrielle en France qui était capable de A à Z de concevoir et de produire des vélos qui en effet étaient produits avec des composants de qualité, qui avaient vocation à durer extrêmement longtemps, qui avaient une durée de vie extrêmement longue. Alors quelle époque ? Ça commence très tôt, mais en tout cas ça termine à peu près aux années 80. Voilà. C'est lors des années 80 que d'autres fabricants de composants notamment asiatiques ont commencé à remporter le marché. C'était une concurrence extrêmement agressive avec des coûts de production plus faibles. Et donc la filière française, petit à petit, s'est délitée. Donc aujourd'hui, il y a différents acteurs qui justement essayent de réimplanter les savoir-faire en France et un peu partout sur le territoire. Donc on observe ça aussi de près. En tous les cas, le vintage nous intéresse aujourd'hui parce que ces vélos-là ont été fabriqués à une époque où on concevait et on produisait pour que ces objets durent. C'est-à-dire qu'on ne prévoyait évidemment pas d'obsolescence programmée. Tous les composants étaient en matériaux nobles, y compris sur des modèles d'entrée de gamme, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Si on parle de vélos d'entrée de gamme dans la grande distribution, que je ne citerai pas, certains vélos comportent des pièces en plastique qui sont très peu réparables. Et lorsqu'on a des problèmes sur ces vélos-là, pour les réparer, il faut que les vélocistes, les personnes qui interviennent dessus, commandent des pièces, parfois à l'étranger, les fassent venir de très loin. Donc ça aussi, ça rajoute au bilan carbone de ces vélos-là. Et du coup, est-ce qu'on sait évaluer le coût environnemental
d'un vélo neuf? Alors, il y a différentes études. Il y en a une du MIT, qui est une étude assez précise, et qui en fait nous dit que pour un coût de fabrication de 168 €, un vélo contemporain qui a été produit soit en Asie, soit en Europe de l'Est, rien que la production et l'acheminement, c'est 240 kg de CO2. Donc ça équivaut à un Paris-Kiev en voiture. Et là, on n'a toujours pas utilisé le vélo, hein. C'est juste la production et l'acheminement. Donc ce coût environnemental-là, évidemment, aujourd'hui, on en parle peu et on comprend très bien pourquoi, parce que les pouvoirs publics aujourd'hui veulent que les gens se mettent au vélo et c'est louable. Donc on n'est pas en train de rappeler aux gens que les vélos neufs, on les embête pas avec ça quelque part. Mais ce coût environnemental existe et il y a une solution qui est toute trouvée, qui sont ces vélos qui ont été conçus, qui ont été produits en France, qui remplissent nos greniers, nos granges, qui sont à portée de main. Et on a des artisans aujourd'hui qui s'emparent de ce sujet-là, qui chinent ces vélos, les repèrent, comprennent leur potentiel et arrivent à leur donner une seconde vie, à les rendre utilisables pour nos usages d'aujourd'hui, quoi. Puis un certain charme aussi avec ce type de vélo, Elisabeth. Souvent, les vélos vintage qu'on peut retaper, ça peut devenir le vélo d'une vie. Est-ce qu'on peut dire ça? Alors, je pense qu'il y a vraiment une continuité entre la problématique qui a été évoquée, à savoir la durabilité, le fait qu'on a des vélos pour une vie, que ça soit des vélos artisanaux qui datent d'un âge d'or perdu, et le fait qu'il y a un renouveau à l'heure actuelle pour retrouver cette démarche de fabrication de vélos extrêmement durables, de vélos qui ont été conçus vraiment pour un besoin spécifique et qui sont des vélos d'une vie. Ouais. Et c'est ce que vous essayez de faire avec Artisans du Cycle, de fédérer les artisans ou de créer une dynamique plus artisanale autour du cycle? Alors en fait, l'association des artisans du cycle, elle est créée dans une démarche de corporation, en fait, hein, pour essayer de fédérer les artisans et de structurer ce renouveau qui est indéniable. Je crois qu'il y a un vrai désir aussi de la part des consommateurs éclairés et des vrais passionnés de vélo d'avoir un seul vélo, ou en tout cas un vélo qui corresponde en tout point à ce dont on a besoin, et pas un éparpillement des besoins. Quel est le vôtre vélo? Vous avez quoi comme vélo? Moi, je suis un très mauvais exemple parce que j'ai la collectionnite. Donc moi, j'ai plein de vélos vintage. Je suis venue avec un vélo vintage et je fais beaucoup de vélos dans des pratiques différentes. Donc j'ai des vélos d'artisans durables que j'utilise tous, mais beaucoup, peut-être trop. Alexis, c'est quoi votre vélo? Alors moi, mon vélo, en fait, quand l'an dernier on a pensé à concevoir et à lancer cette plateforme qui est Cycle, je me suis dit qu'il fallait que je m'intéresse à l'objet. Et donc en fait, je me suis dit que j'allais faire mon propre vélo. Et donc je me suis équipé d'un pied de montage que j'ai mis dans mon 2 pièces, dans mon salon. Ma copine était ravie. Et j'ai chiné un cadre, qui est un cadre Gazzetta della Strada, un cadre Sinelli. Et puis après, j'ai chiné ensuite des pièces Shimano 105, etc. Puis j'ai monté vraiment reparti de la base, quoi. Je suis reparti de la base et j'ai appris sur le tas à monter mon propre vélo, même si à la base, j'avais pas d'immenses compétences techniques. Et voilà, moi, je viens pas d'un métier manuel. Mon métier, c'est plutôt Internet, le digital, etc. Mais je me suis dit, il faut absolument que je m'intéresse à l'objet, que je comprenne en détail de quoi il est composé, de quoi il est constitué, pour pouvoir en parler, en fait. Parce que l'objectif de Cycle, c'est bien de valoriser la démarche de tous ces artisans-là. Et pour la valoriser, il faut qu'on sache de quoi on parle. Et ça fait quoi, du coup, de mettre les mains dans le cambouis et de sortir devant son écran et de son clavier? Ah ben non, mais c'est une vraie fierté. Là, je l'utilise toujours. Je suis hyper content d'avoir fait mon propre vélo, quoi. Ça, c'est génial. Et j'encourage tout le monde à tenter l'expérience. Après, à se faire accompagner par un professionnel quand on démarre, quand même, pour vraiment garantir d'avoir le bon niveau de serrage, etc. Et de pas faire de bêtises et de garantir la sécurité du bike. Mais j'encourage tout le monde à tenter l'aventure. C'est très chouette. Pierre, est-ce que vous êtes bien chaussé? Moi, j'ai un peu la collectionnite aussi. J'en ai quelques-uns. J'ai un Peugeot des années 70 que j'utilise tous les jours à Paris. Et d'ailleurs, il a bien vécu, il est bien marqué. C'est pour ça que vous l'utilisez à Paris? Aussi, mais bon, c'est un vélo qui roule extrêmement bien. Et c'est là-dessus d'ailleurs que j'avais commencé il y a quelques années à apprendre au fur et à mesure à nettoyer, à changer les choses. Et voilà, après j'ai aussi d'autres pratiques, notamment du gravel, où là j'ai été obligé de passer sur des vélos plus modernes. Mais voilà, quelques-uns, plus ceux que j'ai à la campagne. Quand on parle de vélos modernes aujourd'hui, on parle aussi de vélos électriques. Quel regard vous portez sur cette nouvelle pratique, vous qui défendez plutôt l'artisanat et le vélo vintage? Alexis?
Je ne pense pas que ce soit antinomique. On pourrait imaginer des vélos électriques qui soient des vélos restaurés. Et en fait, si on garde en tête l'objectif, j'allais dire, de écologique et de durabilité, on pourrait imaginer restaurer des vélos électriques et diminuer l'impact carbone de la production, de l'acheminement, etc. Maintenant, il y a plusieurs questions qui se posent aujourd'hui. Nous, on regarde ce sujet-là en s'y intéressant et en contactant des acteurs qui aujourd'hui travaillent sur cette filière du vélo électrique. Et aujourd'hui, on n'a pas rencontré d'acteurs encore qui sont capables de nous garantir des batteries qui sont recyclées selon des normes écologiques standards. Donc souvent, en fait, on va nous proposer d'électrifier des vélos avec des batteries qui viennent directement de Chine, qui sont des batteries neuves. Il y a des process de recyclage qui aujourd'hui sont pas totalement vertueuses. Donc nous, on s'aventure pas sur ce sujet-là aujourd'hui parce que notre objectif, c'est bien encore une fois de valoriser j'allais dire le reuse, le réemploi de vélos, et on n'a pas encore les standards, on n'a pas encore les acteurs de filière qui nous permettent aujourd'hui de favoriser le réemploi de ces vélos-là. Voilà. Donc on regarde le sujet, on n'est pas contre par position de principe, mais aujourd'hui on n'a pas les bonnes pratiques et la filière pour pouvoir favoriser le réemploi de ces objets. Elisabeth, vélos électriques et vélos musculaires ne sont pas antinomiques? Alors, chez les artisans, en fait, ça dépend. La position est différente selon chaque artisan. Je pense que c'est clairement pas la problématique principale. Les artisans font très majoritairement des vélos musculaires. Et puis, quand on a de l'électrique, c'est plutôt sur du vélo cargo, du vélo utilitaire, du vélo qui doit transporter des poids vraiment où les muscles du cycliste seraient limités. Donc, c'est plutôt pour élargir les possibilités du vélo plutôt que pour créer une facilité, un confort, un plaisir, un loisir. On est plutôt sur cette démarche-là. Il y en a quelques-uns qui essayent de concilier l'électrification et la légèreté. Donc en fait, on est quand même sur des démarches assez marginales par rapport au gros de la production de vélos électriques actuels, qui ont plutôt vocation de vélo taf, hein, dans l'ensemble, c'est plutôt ça, ou de VTT électrique de loisirs. Et c'est clairement pas la problématique fondamentale pour des artisans. Loin de là, c'est plutôt vraiment le vélo de portage qui serait électrique. Alors on va parler un petit peu des événements qui sont organisés dans le cadre des artisans du cycle. Donc notamment, il y a le fameux concours des machines qui a été organisé, il me semble, la première fois en 1903. Alors oui, les concours de machines, ça date pas d'aujourd'hui. C'était quoi l'enjeu à l'époque ? L'enjeu, c'était de faire évoluer la technologie. Et ça a été extrêmement efficace, notamment dans les années 30, où les vélos sont passés sous les 10 kilos. Hein, donc des randonneuses toutes équipées à moins de 10 kilos dans les années 30-40. Ensuite, il y a eu la guerre et l'essor de l'automobile. Donc à la fin des années 40, les concours de machines ont disparu. Ils ont retrouvé une seconde vie sous l'initiative des cycles Victoire à Clermont-Ferrand et du magazine 200 à l'impulsion donc d'Alain Puiseux, son rédacteur en chef. En 2016, à Ambert a eu lieu donc le premier nouveau concours de machines, nouvelle formule. Mais c'est quand même le même principe, c'est-à-dire de tester des vélos qui ont été conçus selon un cahier des charges très exigeant, qui cherche en gros un peu la quadrature du cercle, pour voir quelles sont les solutions apportées par les différents concurrents. Donc c'est vraiment une émulation très intéressante. Alors à l'heure actuelle, je suis pas sûre qu'on réinvente le vélo dans les concours de machines, mais par contre, on a plein de solutions très ingénieuses et plein d'astuces et puis la démonstration d'un savoir-faire qui ne s'est pas perdu en fait. Les artisans du cycle organisent également le Love Tour. Oui, alors ce Love Tour, c'est en gros une randonnée à la base de 2 semaines sur un parcours qui est donné, qui est entièrement libre, où les participants se greffent selon leur envie. Ça a été donc inventé par le magazine 200 il y a 7-8 ans. Donc l'idée, c'est sur une thématique souvent très loufoque, d'aller d'étape en étape en cyclo-camping, de proposer une trace ouverte à tous, gratuite, et tous ceux qui le souhaitent viennent, font tout le tour, ou juste une étape, une demi-étape, ou 3 étapes. Enfin, c'est totalement
totalement libre. Et cette année, le magazine ne souhaitait pas réitérer cette aventure. Et l'association des artisans du cycle s'en est emparée, puisque notre idée, c'était d'aller d'artisan en artisan. Donc la thématique de cette année, c'est d'aller visiter les artisans du cycle. Et ça a donné quoi ? Ça donne non pas 2 semaines, mais 3 semaines, parce que les artisans étaient super enthousiastes. On leur a demandé s'ils étaient d'accord de proposer un ravito et une visite de leur atelier à des cyclo-campeurs passionnés. Et ils ont dit, ouais, bien sûr. Et donc, il y en a 25 qu'on va aller voir sur 3 semaines. 2700 km, 27 000 mètres de dénivelé positif, en sacoche, en cyclo-camping. Ça va être une sacrée aventure. On part samedi prochain. Donc là, on voit qu'au-delà du sport, du vélo, au-delà du moyen de transport, il y a aussi toute une culture du cycle qui est en train de se redynamiser aujourd'hui, et notamment autour de l'artisanat. C'est peut-être à ça aussi que servent ce type d'événements ? Alors, l'événement, évidemment, il a pour but de montrer ce qui se fait. Déjà. Et puis, je pense que l'objet vélo, il explose à tous les niveaux. Donc, les gens se passionnent aussi. C'est un objet qui est très simple, un vélo. Donc, ça, je pense que mes voisins vont pas me contredire. Ouais. C'est facile de comprendre comment ça marche, même si on n'a pas l'esprit technique comme moi. Et donc, les gens se passionnent pour ça, ont envie de comprendre comment c'est fabriqué. Et il y a toute une curiosité devant ce vélo. Les néo-cyclistes, en fait, découvrent que c'est génial le vélo, et ils ont souvent envie d'en savoir plus. On va rentrer dans le concret, justement, dans les détails, avec peut-être Pierre, si vous pouvez nous donner des grands conseils de base pour entretenir son vieux vélo. Quels outils de base il faut avoir, comment on s'y met ? Alors, pour entretenir un vélo, j'ai envie de dire la base de la base, c'est quand même sa chaîne et ses pneus. C'est un peu ce qui vous fait rouler. Les pneus, ça, les gens y pensent souvent parce qu'un pneu dégonflé, ça se sent. C'est marqué sur le flanc en fait du pneu. Alors, combien de barres de pression on peut le gonfler. Il faut jamais trop le gonfler. Ça, c'était quelque chose qui était beaucoup fait dans les années 80 avant. N'allez jamais au maximum de ce que le pneu peut proposer. Et visez le milieu si vous ne savez pas quoi faire. Et puis la chaîne, c'est ce qui est le plus important, mais c'est le seul truc que personne ne veut toucher parce que c'est cracra, quoi. Et on a tendance à pas forcément la regarder, c'est vrai qu'on la néglige. Et puis il y a un jour, elle casse, et là, c'est la cata. Donc en fait, une chaîne, ça prend la poussière, parce qu'il y a forcément de la graisse dessus, enfin une huile. Et donc du coup, comme ça prend de la poussière, ça crée du cambouis. Et quand il y a du cambouis, c'est comme une pâte qui en fait va vous empêcher de rouler correctement. Moi, je dis souvent à mes clients que tous les 100 km, c'est une moyenne, il faut donner un petit coup de brosse à dents qu'on réutilise que pour la chaîne, je précise. Et puis, une fois qu'on a bien passé la brosse à dents pour enlever le cambouis, on met un tout petit peu d'huile. Alors, il ne faut pas mettre du WD-40, c'est une catastrophe. Il ne faut pas mettre de la graisse, c'est aussi une catastrophe. Vous pouvez aller dans une grande enseigne sportive acheter de l'huile pour chaîne, ça ira très bien, juste un peu en faisant tourner la chaîne. Donc ça, c'est simple. Bon, cette fois, vous recommandez les grandes enseignes sportives. Chaque acteur de ce secteur a sa place. Et les grandes enseignes sportives ont l'avantage de proposer des matériels à bon prix qui permettent d'entretenir son vélo, comme des pompes à vélo d'ailleurs. Alexis, vous y pensez à cette fameuse chaîne ? Vous mettez un rappel sur votre téléphone. Je vais penser à mettre un rappel. Ouais. Non, mais sinon, pour rebondir sur les grandes chaînes, en effet, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de lutte de chapelle qui n'ont aucun sens. En effet, chacun a sa place dans cet écosystème-là et chacun apporte quelque chose à des gens qui, là, moi je parle pour Paris, je pense que c'est pareil dans beaucoup de métropoles en France, depuis l'an dernier, s'équipent souvent pour la première fois en réalité. Donc nous on a beaucoup de clients comme ça qui viennent en fait, qui ne savent tout simplement pas quel sera l'usage de leur vélo, qui ne savent pas quel vélo pour quel usage. Donc dans ce cadre-là et face à ces clients-là, tous les acteurs de l'écosystème ont un rôle à jouer. Et en effet, si à un moment donné un client passe par une grande enseigne ou par cycle.fr ou par un artisan du cycle, l'idée c'est que chacun puisse le conseiller, l'aiguiller et l'amener à basculer dans une pratique qui soit une pratique vertueuse à la fois pour l'environnement et pour mieux respirer en ville, quoi. Donc je pense que notre objectif à tous, ça doit être ça doit être d'accompagner au mieux en fait ces primo
acheteurs de vélos, et nous on s'adresse beaucoup aussi au grand public en réalité, en leur amenant des garanties supplémentaires, des garanties qu'ils n'auraient pas sur de l'occasion classique, sur des sites de petites annonces bien connus. Donc on va leur laisser la possibilité d'essayer le vélo pendant 14 jours, on va énormément les accompagner en amont de l'achat, on passe beaucoup de temps avec les clients, on les conseille, on essaie de comprendre quel sera l'usage qui sera le leur. Est-ce que c'est un usage loisir? Est-ce que c'est un usage vélo taf? Est-ce que c'est un usage hybride? Est-ce qu'on va sortir le vélo régulièrement? Ou est-ce qu'on ne sait pas? Et dans ce cas, on va essayer quelque part de les faire accoucher de cet usage-là, de leur faire comprendre à quoi va leur servir leur vélo. Et ça, c'est hyper important. Ils auront 14 jours d'essai. Et là, ce qu'on a mis en place récemment avec notre partenaire trouverunréparateur.fr, c'est qu'après les 14 jours d'essai, on leur donne accès à un technicien, un professionnel du cycle en visio pour des petits diagnostics, pour des petites auto-réparations et pour que ce technicien-là puisse aussi leur donner les clés pour un peu mieux s'approprier cette machine qui est, c'est vrai, une machine extrêmement simple finalement, mais qui peut être intimidante. Et donc en fait, ce technicien-là va leur donner les clés pour mieux entretenir le vélo, etc. Et les vendeurs sont également là pour ça auprès de nos clients. Donc on voit, c'est tout un chemin pour bien choisir son vélo, mais si vous aviez 3 conseils phares, on vous écoute. 3 conseils phares pour choisir son vélo. D'abord, c'est de savoir ce qu'on va en faire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent moi je vais rouler en ville uniquement, donc en fait moi ça me sert pour mes trajets quotidiens, pour aller au boulot, mais très rapidement va venir l'appel du loisir parce qu'on commence par le vélo taf et puis très rapidement on se dit mais en fait avec ce vélo là je peux faire des kilomètres et je peux partir assez loin. Donc souvent c'est essayer d'anticiper un peu mieux l'usage qu'on peut en faire et de pas être très restrictif en se disant non en fait moi ça me servir que pour mes trajets quotidiens, pour aller au boulot et puis basta. En réalité souvent très rapidement, au bout de quelques semaines, quelques mois d'usage, on se met à envisager d'autres choses avec son vélo. Donc, essayer d'anticiper au maximum l'usage. Ensuite, il y a le sujet, qui est un vrai sujet, nous, qu'on voit remonter très souvent chez nos clients, c'est le sujet de la posture. Donc ça c'est hyper important. Il y a beaucoup de gens qui voient des vélos mais qui ne savent pas tellement comment on se sent dessus lorsqu'on monte sur le vélo. Donc ça c'est beaucoup le rôle des vendeurs au moment de l'essai, de les accompagner, de leur poser toutes les questions, de pouvoir aussi adapter avec des réglages à la morphologie. Ça c'est propre à chacun, mais il faut ça bien c'est y propre à réfléchir quand chacun. même. Nous ce qu'on essaie de faire sur le site déjà c'est d'essayer d'enlever un sujet pour les acheteurs qui est le sujet de la taille. On n'y arrive évidemment pas complètement, mais ce qu'on propose aux gens c'est de leur rentrer leur taille cycliste et nous on affiche que les vélos qui correspondent à leur taille à eux. Donc si je fais 1m80, j'ai que les vélos qui correspondent à cette taille. Mais derrière, il y a plein de déterminants. Il y a la morphologie, il y a la distance des bras vis-à-vis du guidon. Est-ce que j'ai les bras tendus? Est-ce que j'ai les bras... Voilà, donc il y a la morphologie entre en compte et ça se joue au moment de l'essai. Et ça se joue aussi dans la relation avec le vendeur. Et c'est pour ça que nous, on veut absolument pas se substituer au vendeur. Au contraire, nous, on crée le coup de cœur en ligne, mais derrière, la relation avec le vendeur, elle est primordiale. Et troisième et dernier, peut-être conseil phare, je vous en demande un peu beaucoup. Hein. Alors troisième et dernier conseil, c'est de s'intéresser à l'impact écologique du choix qu'on fait. Il y a évidemment l'usage, il y a la qualité du vélo, on en a parlé tout à l'heure. Les vélos qu'on vend nous, ce sont des vélos qui ont été conçus pour durer, qui ont des composants de qualité, qui sont composés de matériaux nobles. Mais derrière, il y a aussi réfléchir à l'impact écologique. Et en fait, quand on achète un vélo, on ne fait pas automatiquement un geste écologique. Donc se poser cette question-là de l'impact carbone du vélo qu'on achète. Alors c'est pas un conseil d'usage, mais c'est un conseil, j'allais dire, pour nous tous collectivement. Pierre. En effet, c'est vrai que c'est très important de savoir ce qu'on veut en faire et généralement c'est comme ça c'est le côté rationnel, mais il y a aussi un côté coup de cœur. Et en fait, on se rend compte que parce qu'il faut être fier de son vélo, faut aimer son vélo. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les gens en fait, ils tombent dessus et ça part. Après, peut-être ce que je pourrais rajouter, c'est les choses auxquelles il faut checker avant de prendre son vélo, puisque il y a des vélos qui sont vendus vintage et qui sont pas toujours complètement restaurés. Donc quand tu achètes un vélo sur une autre plateforme ou alors même dans une brocante, il y a quelques points à regarder. Le premier point, c'est les pneus. En les pinçant, il est possible de voir si ça craquelle. Donc si le caoutchouc craquelle, ça veut dire qu'au bout d'un moment, ça risque en fait, d'être tellement usé que ça va rouler sur la chambre à air, donc ça va crever. Donc et des pneus, c'est entre 12 et 15 euros le pneu. Donc il faut savoir ça, il faut prendre ça aussi en compte dans le prix. Le deuxième truc à regarder, c'est les freins. Donc en effet, les patins, plus ils sont usés, plus il faudra les changer. Et puis les câbles, si c'est trop dur ou s'il y a du blanc qui est dessus, ça veut dire que ça n'a pas été utilisé depuis longtemps. Ça, c'est un autre indice. Il peut y avoir aussi de la rouille à l'intérieur. Donc pareil, à prendre en compte dans le calcul du prix en fait. Voilà, si dans une brocante, je vois un vélo super à 100 euros et qu'en fait les pneus sont craquelés, qu'il faut changer les câbles, rien qu'en consommable, je vais en avoir pour 60 euros de plus, sans compter le temps à passer à le faire. Donc il y a ça, donc les pneus,
les gaines et les câbles. Et ensuite, il faut regarder quand même assez attentivement le cadre pour pas qu'il y ait certains endroits où on n'a pas envie d'avoir des points de rouille, notamment les points de jonction dans les différentes parties du cadre. Voilà. Et après, vraiment, le dernier conseil qui paraît enfoncer une porte ouverte, c'est qu'il faut essayer son vélo. C'est important de monter dessus, de voir si voilà, on est bien dessus, on est confort dessus. Alexis? Il y a l'essai et il y a aussi le fait de s'habituer. Nous, on a beaucoup de gens qui viennent justement par le coup de cœur au vélo vintage, mais qui avant roulaient sur des vélos, parfois des vélos électriques ou des vélos justement de grandes anciennes, de grande distribution, beaucoup plus récents. Et en fait, ils vont monter sur, je sais pas moi, un Peugeot course années 80, et qui tout d'un coup vont se dire, ah mais oui, c'est vrai que le passage de vitesse, en effet, c'est pas aussi fluide. Ah mais oui. La posture, je ne m'attendais pas tout à fait à ça. Des fois, il faut forcer un petit peu. On ne peut pas toujours décider au moment de l'essai, en 15 minutes, comme ça, 20 minutes avec le vendeur. Il vaut mieux prendre le vélo avec soi, rouler un petit peu avec dans différentes situations et voir si en fait cette nouvelle posture-là, cette nouvelle manière de passer les vitesses nous convient pas mieux finalement que ce qu'on a connu auparavant. Et sur les vélos vintage, il y a des fois, ça demande des fois un petit peu de s'habituer, mais souvent on revient pas en arrière. D'où cette idée chez Cycle des 14 jours d'essai. D'où l'idée, en effet, des 14 jours d'essai, parce qu'on suppose que en 15 minutes comme ça, c'est difficile de se faire un avis définitif. Et des fois, il y a des gens, on a plein de clients qui sont passés par exemple d'un vélo de ville à un vélo de course, qui du coup étaient un tout petit peu plus penchés sur le vélo, et puis qui nous disaient au début, ah non, je vais le rendre. On leur disait, attendez quelques jours. Et puis qu'en fait, se sont fait à l'agilité, à la fluidité de ce vélo-là en ville, et se sont dit, je reviens plus en arrière, quoi. Donc maintenant qu'on s'est un peu échauffé, je vous propose une petite échappée. Donc je vous propose d'imaginer ensemble une France où les vélos vintage auraient entièrement reconquis les villes et les villages. Et donc dans cette perspective, je vous invite à prendre tour à tour le micro et à compléter la phrase suivante. Demain, peuplées de vieux vélos, les routes seront. Elles seront plus chouettes, ça c'est sûr. Elles seront plus belles, elles seront plus calmes, elles seront plus agréables. Plein de choses comme ça. Bon, s'il pouvait y avoir quelques vélos modernes d'artisans du cycle, ça serait encore mieux. Et voilà. Merci Elisabeth. Alors Elisabeth a utilisé tous les adjectifs. Donc j'essaie de trouver le 12e. Non, je plaisante. Oui, plus convivial, plus calme évidemment. Et je pense qu'on a même aujourd'hui du mal à s'imaginer ce que serait une ville en réalité sans voiture. On peut essayer de le concevoir, on a du mal à l'imaginer. C'est tellement ancré dans nos représentations, on a grandi avec ça tous ici autour de la table. On imagine plus ce que c'est, mais pour moi ça ressemblerait à un paradis. Oui. Merci Alexis. Pierre, comment seront les routes demain avec des vélos et particulièrement des vélos vintage? Elles seront aussi, j'ai envie de dire, plus conviviales, puisque le vélo, c'est aussi un moyen de contact avec les autres. Et quand on voyage à vélo, on s'en rend compte. Et alors encore plus avec les vélos vintage, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah, mon grand-père avait ça » ou « J'avais ça ». Et donc, il y a toujours une conversation qui commence comme ça. Donc, voilà. Je souhaite que Paris soit la ville du vélo vintage demain. Merci Pierre. S'il n'y avait que des vélos vintage, je pense que les routes seraient silencieuses. Vous êtes vous-même cycliste? Je suis cycliste sur Paris et mécanicien à mes heures perdues. On continue à faire tourner le micro. Demain, peuplé de vieux vélos, les routes seront... Alors, pas si silencieuse, parce que moi, mon vélo, il fait un sacré boucan. C'est un vieux vélo et je ne vais pas assez souvent chez les artisans pour le faire réparer. Donc, je ne suis pas totalement d'accord sur la partie silencieuse. Par contre, je suis totalement d'accord sur la partie conviviale. C'est quand même le paradoxe. C'est un moyen de transport individuel et c'est celui qui permet de faire le plus de rencontres. C'est quand même assez dingue l'opposition frontale en fait qu'il peut y avoir entre la voiture qui théoriquement reste c'est un habitacle pour plusieurs personnes et c'est finalement ce qui crée le plus de conflits. On le voit dans les usages, on voit très bien que globalement quand on est motorisé, on rentre dans une démarche concurrentielle sur l'espace public, ce qui est exactement pas le cas des mobilités douces, puisque en fait quand on se déplace à vélo, et pas que à vélo, je dirais dans les mobilités douces en général, on entre dans une autre vision. Alors il reste des conflits d'usage évidemment, on pourra en parler un petit peu plus tard dans les podcasts qui suivent, je crois, mais il y a quand même quelque chose qui est beaucoup plus collaboratif et beaucoup plus en lien. Je vois hier la course qu'il y avait des 200 nanas sur 200 km, ça crée tout de suite des connivences, des envies de partage. Et puis, je suis assez d'accord, si le vélo est vintage, ça crée en plus une espèce de curiosité
pour le matériel du copain, du voisin, de tous les gens qui sont autour de nous. Et donc, convivial, c'est certain. Donc ça m'amène à une autre question. On va continuer à faire tourner le micro. Comment être cycliste sans devenir anti-automobiliste? Est-ce qu'il faut savoir peut-être aussi partager la route? Elisabeth? Alors, je ne sais pas. Non, en fait, je pense que en fait, tout est une question d'utilisation. C'est pas l'objet motorisé qui est problématique, c'est l'usage qu'on en fait. C'est toujours la même histoire, hein. Donc, je pense que c'est une invention extraordinaire, le moteur à explosion et le moteur électrique pour aller dans des voitures, des camions, etc. Enfin, ça peut sauver des vies, ça peut acheminer des choses indispensables. Enfin, voilà. Il y a un progrès. Après, il y a une très mauvaise utilisation quand on voit des familles où un parent emmenait son enfant à l'école à 1,5 km du domicile en voiture et aller le chercher en voiture. Enfin, il y a des comportements comme ça qui sont extrêmement répandus et sur lesquels il faudrait attirer un petit peu l'attention. Donc non, pas de l'objet en lui-même, c'est pas le diable, c'est les comportements qu'il faut changer, qu'il faut sensibiliser les usagers. Et le partage de la route, je crois que c'est lié avant tout à des politiques. C'est pas une démarche individuelle. Il faut des infrastructures. Il faut qu'elles soient pensées de façon cohérente pour que ça soit efficace. Mais au quotidien, c'est quand même difficile quand on prend le vélo tous les jours pour se rendre au travail et qu'on doit slalomer entre les voitures, qu'on voit qu'on a très peu d'espace finalement pour les cyclistes. Alexis, comment vous vivez ça? Bah oui, il y a en effet toutes les questions d'usage et de partage des voies et de la route qu'évoquait Simon tout à l'heure. Après, moi, en fait, ces discussions-là, j'ai pas envie d'y rentrer pour le moment. Je pense que ça crée beaucoup. Moi, j'observe ça beaucoup sur Twitter, etc. Ça crée beaucoup de conflits, d'opposition. De choses qui finalement apportent un peu une teinte négative à nos sujets et au sujet qui est le nôtre, en fait, qui est de partager cet usage du vélo et plus particulièrement du vélo restauré. Donc c'est vraiment une discussion que je mettrais de côté. Moi, il y a évidemment l'usage et il y a aussi les représentations. Et je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus, en fait. C'est-à-dire que la voiture, ça a été évidemment pendant les 30 Glorieuses associé à une forme de réussite sociale. Ça a été un instrument de liberté pour beaucoup. Il faut se souvenir que peut-être même dans notre génération à nous, quand on avait 18 ans, tout d'un coup avoir le permis, c'était un sésame pour la liberté. Donc en fait, il y a plein d'éléments comme ça qui sont des représentations symboliques qui sont positives et qui sont encore associées à la voiture. Et je pense que nous, notre combat, il doit être aussi beaucoup là-dessus. Et après, plus concrètement, on ne pourra pas non plus mettre la pression à des gens qui habitent en banlieue, qui sont dans des situations sociales difficiles, qui doivent chaque matin se lever pour travailler très tôt dans au centre de Paris et de leur dire maintenant mettez-vous au vélo, quoi. Il y a évidemment des politiques qui doivent être mises en œuvre, qui doivent faciliter les alternatives à ces gens-là. C'est toujours un peu facile quand on vit et travaille intramuros de se dire pourquoi ces connards d'automobilistes ne passent pas à des mobilités douces. Voilà, c'est encore une fois un discours peut-être un peu simpliste, et je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait des politiques d'accompagnement pour permettre à tout le monde, en fait, d'opérer la bascule. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule catégorie de la population qui est vraiment en capacité d'opérer la bascule, je trouve, et ce sont souvent ceux qui vivent au centre des métropoles et qui vivent et qui travaillent. Je vous laisse conclure. Un mot de la fin, Alexis? En mot de la fin, merci beaucoup pour cet échange qui était très très riche. Merci pour les réactions du public. Et puis pour notre part, nous, sur cycle.fr, on continuera à essayer de proposer une alternative au vélo d'occasion risqué qu'on trouve sur le site de Petites Annonces et au vélo neuf qui a un coût environnemental caché. Et on continuera à essayer de proposer une alternative qui est locale, qui soutient les artisans et qui valorise leur travail et ce qu'ils investissent dans ces vélos, dans ces objets-là. Pierre? Mot de la fin, merci certes de m'avoir fait participer à ça. Et en effet, il faut pas. Moi, j'encourage tout le monde à enfourcher un vélo, que ce soit en ville ou à la campagne. Il y a aussi en France, je ne sais pas si on en parle souvent, mais il y a énormément de chemins de vélo partant de Paris, Vélocini ou ailleurs, vélo maritime. Et ce sont des chemins qui sont très bien faits pour des petites balades ou des grandes balades, pour vos vacances. On redécouvre la France et on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'aller au Vietnam. Donc j'encourage les gens aussi à passer un peu de leurs vacances d'été à enfourcher leur vélo. Ce sera l'objet d'une discussion de podcast à venir. Elisabeth?
C'est très difficile de conclure cette discussion qui allait dans plein de directions complémentaires, intéressantes, mais très variées. C'est ça le vélo, on va un peu où on veut aussi. Oui, et puis c'est vrai que le vélo permet énormément de choses. Voilà, du point de vue des artisans, c'est vrai que c'est l'idée de créer un objet durable, de le créer en France, donc évidemment avec une empreinte carbone qui est limitée, et de créer à la fois quelque chose qui réponde à un besoin et un objet qui est avant tout un objet de plaisir et de passion. Je suis venue à la recyclerie pour l'événement Recyclo Tour et aussi parce que je voulais bruncher avec des amis, mais j'ai voulu venir un petit peu plus tôt pour profiter de l'événement. Je venais aussi pour le stand d'auto-réparation de vélo parce que j'ai une pièce qui grince comme une porte de château hanté quand je suis sur mon vélo, et peut-être aussi les ateliers de customisation de vélo parce que mon vélo date de quand j'étais au collège, donc ce serait bien sympa de le customiser un peu. Moi je fais de la peinture sur vélo. En gros mon travail c'est de poncer les vélos, de les ramener à ce qu'ils étaient à la base à la sortie de l'usine, et puis de les repeindre entièrement en customisant, en mettant les motifs qu'on veut, les peintures qu'on veut, les coloris qu'on veut. Voilà, de façon à faire des vélos uniques. Voilà. C'est un peu un artiste de la bicyclette. Tout à fait. Un pimp my bike. je fais du tuning pour vélo. C'est merveilleux. Comme je dis, chaque vélo que je fais est unique. Je reproduis jamais 2 fois exactement la même peinture. J'essaie de faire en sorte que les gens ils aient à chaque fois un vélo qui est qu'à eux en fait. Donc il y a nécessairement une dimension artistique, je sais pas, plutôt artisanale, mais en tout cas une dimension, une réflexion autour de ce que va être le vélo, de quels matériaux on va utiliser, comment on peut faire en sorte que l'ensemble soit harmonieux en fonction des envies et des besoins des clients. Voilà. L'idée c'est d'essayer de produire quelque chose qui est à la fois original et beau. À quoi il ressemble le tien? Alors le mien il n'est pas du tout customisé pour le coup. C'est un Vitus 979, donc un vieux vélo de la fin des années 70. Qui est très beau comme ça, donc je n'ai pas ressenti le besoin de le repeindre pour moi, mais c'est un chouette vélo, ouais, c'est un très bon vélo.